bonnes décisions de Maxime Delaunay. Bonjour et bienvenue dans Les Bonnes Décisions, un podcast original de Vincent Posé, 4e épisode de cette première saison où je converse avec des personnalités de la Manche, avec comme double objectif de dresser un portrait de mon invité et puis d'essayer, si c'est possible, de mieux comprendre ce qui l'a poussé à prendre des décisions cruciales dans son parcours. J'en profite également pour interroger le processus de création et d'improvisation dans des domaines qui vont bien au-delà du théâtre, et oui, on ne se refait pas. Entre l'ombre et la lumière, entre l'artiste et le gestionnaire, vous voyez celles et ceux qui gèrent, les égos et les portefeuilles. Ce n'est pas la place qui fait le plus rêver quand on parle de cinéma, et pourtant, pour produire un film, une série ou tout objet audiovisuel, tous les enjeux convergent vers cette place, celle qui donne des moyens à l'imaginaire de s'exprimer, celle qui porte, soutient, investit, fédère, transmet, recrute, et qui parfois fait le dos rond, joue aux diplomates, arrondit les angles ou recadre. Cette place, c'est celle des producteurs et productrices. Moins reconnus en France qu'aux États-Unis, ce sont des acteurs discrets mais essentiels de l'industrie du cinéma. Mon invité est à cette place, mais peut-être plus artisan qu'industriel dans sa manière d'appréhender le geste de produire un projet, au sens large. Avec lui, le rêve est permis à condition d'y croire et de tenter le coup jusqu'au bout, ce qu'il fait d'ailleurs pour faire de la Manche un territoire de tournage. Alors entre Paris et la Manche, entre les rêves et la confrontation aux réalités, Maxime Delaunay est mon invité. Bonjour. Bonjour. Maxime Delaunay, première décision, est-ce que nous nous vouvoyons ou est-ce que nous nous tutoyons pour cet entretien ? On va se tutoyer surtout. Eh bien, tutoyons-nous. La première question que j'ai à te poser, Maxime, c'est au moment où on enregistre ce podcast, quelle est la meilleure décision que tu aies pu prendre ? D'être ici aujourd'hui, parce que c'est assez symbolique. On est dans la Manche, on est à Kinéville. Symboliquement, on n'est pas loin de là où mon père habite, donc c'est toujours des moments un petit peu émouvants comme ça. Et on est en repérage pour un prochain tournage qui devrait avoir lieu dans la Manche fin septembre. Voilà. Donc c'est une décision que je suis content d'avoir prise, c'est-à-dire à un moment donné, c'était un film qui devait se tourner en Bretagne. J'ai un peu lutté avec mon réalisateur, avec le scénariste aussi, pour essayer de faire en sorte que ça puisse se tourner dans la Manche. Ça veut dire qu'il faut les convaincre, ça veut dire qu'il faut que votre équipe vous suive, qu'on puisse faire des repérages sur place. Donc on est allé dans le Val-de-Serre, Barfleur, Saint-Valaou, Gréville, entre autres. Puis on est venu ici à Kinéville pour faire en sorte que ce qu'il avait aimé et écrit comme devant se tourner à Bénodet, dans le sud de Bretagne, puisse se tourner ici. Pour l'instant, c'est réussi. Enfin, le film, c'est un miracle, donc je dis toujours ça parce qu'il y a tellement de possibilités que ça se casse la figure jusqu'au 26 septembre, qui est la date normalement à laquelle on devrait tourner, puisque là, on enregistre en plein milieu de l'été. Mais il y a tellement de possibilités que ça se casse la figure que je me dis faut aligner tous les dominos, qu'aucun ne tombe, et pour autant que tout se soit bien en rang pour faire en sorte que le film puisse se mettre en place. Donc oui, c'est la décision dans laquelle je suis le plus heureux d'avoir prise pour le moment. Voilà. Mais une autre viendra après, sur laquelle j'aurais sans doute échoué sur quelque chose d'autre, et puis elle fait suite peut-être à une autre décision qui a été prise. Moi, mon métier, c'est un ensemble de décisions, quasiment, j'allais dire, au jour le jour. Et puis, tu le disais dans ton introduction, il y a ce côté gestion des égos et on est sur un fil en permanence. C'est-à-dire que, bizarrement, 1 + 1 ne fait pas toujours 2. On a beau dire, par exemple, je mets un superbe comédien avec une superbe comédienne et je mets un superbe scénariste et un superbe réalisateur, je ne fais pas pour autant une très belle comédie romantique. Il y a quelque chose qui va se mettre en place de l'ordre du financement du projet, de l'ordre de l'écriture du projet, de l'ordre du développement du projet, de l'ordre du tournage du projet, de la post-production du projet. Le moment où le film va sortir en salle, il peut se passer plein de choses. On a vu récemment le confinement, on a vu récemment... tout a une incidence sur mon métier. Quand les gilets jaunes défilent dans la rue, les salles prennent moins 40% de fréquentation. Quand il y a une canicule, les salles prennent moins 30%. Quand il fait très beau après avoir fait très froid, les salles, comme au mois de mars dernier, en font moins 72%. Donc il faut vraiment que tout s'aligne pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc moi, ma décision, elle est prise... presque au gré du vent, et elle peut changer d'un jour à l'autre, quoi, parce que c'est en fonction de feeling, c'est en fonction d'expérience. Tu parlais d'improvisation, j'arrête, je suis un peu loin, mais tu parlais d'improvisation, on est souvent dans le caractère de l'improvisation, mais
mais fort de nos expériences et des stratégies qui ont pu être couronnées de succès ou d'échecs auparavant. En fait, ton métier, c'est de la gestion de crise permanente, quelque part. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter en permanence et prendre des décisions ou des micro-décisions qui vont avoir une incidence sur toute la suite. Alors, c'est bien ça. Ouais, je dirais que je suis d'accord avec toi, si ce n'est que la gestion de crise, ça sous-entend qu'il y a une crise. Moi, je vais essayer d'anticiper la chose. Parce que le jour où un comédien me dit qu'il ne veut plus faire mon film alors qu'on a signé un contrat, qu'on a des dates de tournage, que tout est mis en place, etc., je crains qu'il ne soit trop tard. Sa décision est quasiment souveraine, même si tout a été fait pour qu'il soit convaincu qu'il faille faire ce film. Donc mon métier va être d'anticiper. Alors Romain Rousseau, qui est mon associé, me dit souvent en fait, on connaît tous les noms à l'avance, les noms NON, on connaît tous les facteurs qui vont être négatifs par rapport à notre film, c'est-à-dire c'est trop cher, le scénario est pas assez bien, on peut pas tourner à cette période, etc., etc. Je pourrais les énumérer. Donc en fait, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on les connaît, et comme dans un logiciel, en fait, on va les faire tomber. Voilà, on va dire, alors ok, c'est trop cher, donc on va réduire le budget, donc on va y arriver. Là, le scénario est trop long, on va essayer de le réduire. Là, on peut pas tourner cette période-là, on va regarder si on peut pas tourner une autre période. Là, c'est pas bon pour ce partenaire-là, donc on va tenter un autre période. En fait, on va essayer de résoudre à l'avance toutes les problématiques qui vont être les nôtres. Voilà. Et puis, de temps en temps, on oublie, de temps en temps, on rate, de temps en temps, on a un échec. Mais c'est vrai qu'on se fait fort de connaître à l'avance tout ce qui va pouvoir être négatif pour essayer de les contourner. En tout cas, voilà. C'est un jeu de démineurs géants. C'est un jeu de démineurs géants, c'est un bon résumé, je crois. Ouais. Tu parles d'échecs, alors c'est très en vogue en ce moment dans les podcasts, dans les discours. On a ce discours un peu de on se relève de l'échec parce qu'on a réussi, mais en fait, en vrai, quand on échoue dans quelque chose, parce que tu le dis, ça fait déjà 2 fois, qu'il y a toujours ce risque d'échouer sur quelque chose. Ça fait partie du jeu, quelque part, d'un producteur ou d'une productrice. Comment on se relève, quelles ressources tu mets en place, ou quels moyens tu mets en place pour finalement continuer? Alors, la première des choses, c'est de vaincre sa propre peur de soi-même, je serais tenté de dire. Quand on grandit comme nous dans une région, je dis reculer parce que c'est l'impression que j'en avais quand j'étais gamin. L'idée de se dire je grandis à la campagne, à 4 heures de Paris, loin de tout ce qui fait nos rêves de gosse quand on veut faire de la radio, du cinéma, de la télé, etc. Même si je pense que ça change aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en revenir, mais en tout cas quand on a grandi comme ça, le premier des obstacles, c'est notre propre peur, la peur de soi-même, la peur de l'échec en fait. Donc alors, j'en arrive évidemment à notre camarade Orelsan, puisque c'est une discussion qu'on a souvent eue, lui et moi, c'est que faut arriver à se convaincre que au pire on se plante. Voilà, c'est pas bien grave. Au pire on se plante. Mais on a essayé. Et moi j'avais un oncle qui disait toujours vaut mieux un refus qu'un regret. J'essaie toujours de garder cette petite maxime en tête en disant bah ouais, en fait en vérité si je rate quoi. Personne m'attend avec un fusil en bas en disant ah t'as tenté ça, t'as foiré. Bon, t'as foiré, c'est pas bien grave. Voilà. Bon. Alors de temps en temps tu frôles l'humiliation, ça peut arriver. Bon, c'est assez rare dans la vérité des choses, mais ce qui est certain, c'est que c'est plus dur de vivre avec un regret. Le regret de ne pas avoir osé, le regret de se dire putain, j'étais à ça d'y arriver, j'ai pas osé, j'ai pas réussi, j'ai pas voulu, j'ai pas eu le courage de. Voilà. Bon, mais c'est un travail à faire sur soi. Voilà. Et c'est un travail à faire sur soi d'autant plus quand on grandit dans nos régions, même si encore une fois, je pense que ça change pour plein de raisons. Mais c'est un travail à faire sur soi. En tout cas, moi, c'est un travail que je fais encore au quotidien. Ça m'arrive assez régulièrement, même après parfois de faire 2-3 trucs, c'est-à-dire des festivals, des films, des trucs comme ça. Ça m'arrive encore régulièrement de me dire non, je suis pas à ma place. C'est pas mon lieu, c'est pas mon endroit. Je suis pas légitime pour ça. Voilà. Ce procès qu'on s'auto-fabrique, ce procès en légitimité, c'est quelque chose qu'il faut combattre au quotidien, quoi. Ouais. Alors là, tu parles de légitimité, justement. Toi, dans ton parcours, tu es plutôt dans un parcours au départ dédié au commerce, avec une école de commerce, ensuite à Londres, et tu es arrivé dans le cinéma sans être dans ce milieu-là au départ. Comment tu t'es forgé justement cette légitimité, ou comment tu as pu aller au-delà déjà le principe du sérail, c'est un truc que moi je combats justement vraiment au quotidien. Là, on est en train de faire un documentaire justement sur un gamin de Coutances qui s'appelle Estèphe Le Saunier, dont le père m'a écrit un jour en disant il a tenté la Fémis, c'est le premier sur liste d'attente, donc il n'est pas pris, c'est le premier des pas pris, l'expression est assez jolie. C'est-à-dire que le gamin a été voir son nom
liste d'attente, pas pris, il reprend son train direction Coutances, 4h30 de train, il va annoncer à ses parents du coup qu'il arrête parce que le confinement arrive, que le gamin est limite en dépression, etc. Donc son père m'écrit en me disant voilà, il connaît personne, donc j'aimerais bien que vous l'aidiez, etc. si vous pouvez, etc. J'en reçois des messages comme ça, mais là ça m'a touché parce qu'il y avait ce côté, putain, à une place près, il était à la FEMIS, qui est quand même, pour les gens qui ne savent pas, la plus grande école de cinéma en France, donc pas loin d'être la plus grande école de cinéma en Europe. Voilà. Après, on peut critiquer la FEMIS pour plein d'autres trucs, c'est pareil, on aura l'occasion d'y revenir si besoin, mais en tout cas, il est passé tout près de son rêve. Et le gamin décide d'arrêter complètement. Donc on a dit, j'ai appelé un copain qui s'appelle François Dourlan, qui est réalisateur à Cherbourg, un autre copain qui est journaliste aussi de Bayeux, Hugo Guillochin, et je leur ai dit, vous savez quoi, on va le suivre pendant 2 ans. Il s'avère que j'ai 2 films qui vont se tourner en Normandie. Il va aller voir tout ce qui se fait sur le cinéma en Normandie, donc il va faire un stage sur Les Cadors qu'on a tourné dans le Cotentin, il va faire un stage sur Tempête qu'on a tourné un peu partout en Normandie, il va venir faire du bénévolat aux Égalantes, qui est le festival qu'on a créé avec des copains à 40 ans, il va aller voir l'exposition Action au musée de Normandie sur le cinéma à Caen. En fait, il va faire tout ça, et une fois qu'il aura fait tout ça, il verra qu'il n'y a pas besoin de connaître grand monde pour y arriver. La première des choses à faire, c'est tendre la main. Voilà. Et le côté je connais personne, je suis pas du sérail, etc. Moi, je le combats au quotidien. Parce que ma mère était prof d'anglais, mon père était comptable à 40 ans, même à Saint-Denis, village de 700 habitants à côté de 40 ans. Donc, je veux dire, si on en est à ce point-là, personne n'est du sérail, en vérité. Moi, mon associé, ses parents étaient profs d'EPS sur une base militaire à Châteauroux. Donc, on va dire que là, on est quand même assez loin. Je peux continuer, c'est-à-dire que mon autre associé qui s'occupe de la télé, sa mère était dans une agence bancaire et je crois que son père était cadre dans une PME, voilà, en banlieue parisienne. Des gens du sérail, il n'y en a pas tant que ça. Maintenant, on ne peut pas vraiment vouloir à 2-3 personnes du sérail, Dimitri Rassam, Laura Smet, etc. On peut en citer 2-3, d'être des fils d'eux, comme on dit, et d'exercer ce métier-là. En vérité, il y a beaucoup de gens qui reprennent l'entreprise de leurs parents, il y a beaucoup de boulangers qui sont des fils de boulangers, il y a beaucoup de pharmaciens qui sont des fils de pharmaciens, etc., etc. Je crois que c'est très, très valable cette phrase-là dans les métiers de la santé, beaucoup de médecins qui sont fils de médecins, etc. C'est assez logique, on voit ses parents fabriquer quelque chose, faire un métier, etc. Donc finalement, il est presque plus simple. Ce réseau-là s'est mis en place, les copains de nos parents sont dans ce métier-là. Moi, c'est vrai que quand je vois mon fils qui a 6 ans, etc., il a déjà vu 4-5 plateaux de cinéma. Ce qui fera du cinéma, j'en sais rien. Si vous me posez la question aujourd'hui, j'ai pas envie. Maintenant, parlons-nous dans 10-15 ans, hein, j'en sais rien. Voilà. Justement, tu disais que là, dans tes associés, vous avez un peu des parcours similaires, c'est-à-dire que vous avez découvert cet univers-là par des parcours différents, mais vous êtes retrouvés à ce moment-là, à cet endroit-là, à cette place. À ce moment-là, c'est quoi votre identité en fait par rapport, on va dire, au schéma classique ou la voie royale un peu du. Alors la voie royale, c'est quoi déjà pour toi? C'est quoi? On parlait de la FEMIS tout à l'heure, on parle, voilà des. Ouais. Sauf que je pense que c'est pas la voie royale parce que ça va être la voie prétendument royale, c'est-à-dire que c'est la voie où on va dire si tout d'un coup forcément, même moi, si je vois un gamin et qui me dit je veux faire du cinéma, je vais refaire des études, donc faire les études le plus poussées dans le cinéma, ça va être la FEMIS. C'est comme si tout d'un coup quelqu'un voulait faire du commerce ou du management, je vais lui faire accepter le fait qu'HEC c'est le top. Maintenant, moi j'ai pas fait HEC, j'ai fait le SCRN qui est une petite étude de co, je l'ai fait pour plein de raisons qui sont liées à mon parcours à côté parce que je voulais pas m'éloigner de mon père et de mon frère parce que ma mère venait de décéder, donc tout d'un coup j'ai pris la prépa qui m'a accepté, c'était au lycée de Leverrier à Saint-Lô. L'école de commerce qui m'a accepté la plus proche possible de chez moi, qui était Sup de Corène. Bon, en fait, ça m'a donné ma chance parce qu'en fait, en vérité, grâce à ça, j'ai organisé un festival de cinéma étudiant sur place. J'ai tanné Dominique Besnard, qui n'était pas très connu à l'époque et dont tout le monde connaissait uniquement vaguement le cheminement, on va dire, sur les films qu'il avait pu faire dans La Cité de la Peur, dans Astérix Mission Cléopâtre, des choses comme ça. En fait, c'est presque des hasards de vie qui ont fait que le parcours s'est mis en place comme ça. Maintenant, la voie royale, j'en connais peu des producteurs qui l'ont faite, j'en connais quelques-uns. Ils font plutôt du cinéma d'auteur, puisqu'il y a des notions, je ne sais pas si les gens sont coutumiers de ce genre de trucs, mais globalement, moi, je fais un cinéma plutôt populaire. Les gens avec qui je travaille, qui sont Jean-Paul Rouve, Lucien Jean-Baptiste, Aurel San, Michel Larocque, là bientôt Thierry Cliffat, font plutôt du cinéma populaire, c'est du cinéma indépendant populaire. Mais c'est vrai que je vais moins, moi, être coutumier des festivals de Cannes, des festivals de Berlin, des Césars, des récompenses, etc., qui sont plutôt dévolus à un cinéma dit d'auteur. Voilà, un plus indépendant dans sa manière d'être, qui est plus un héritier de la nouvelle vague, etc., etc. Bon, c'est peut-être un peu plus technique, mais globalement, moi, je vais plus vers un cinéma populaire, mais sans doute parce que quand on grandit là où j'ai grandi, comme mes associés ont grandi là où ils ont grandi,
on est formé au cinéma par des cinémas bi-écran. À 40 ans, c'est un 2 écrans. Par le cinéma qu'on voit le dimanche soir sur TF1 ou France 2. Et c'est moins une offre culturelle très large que si vous grandissez à Saint-Germain-des-Prés avec, je crois, 20 cinémas dans l'équivalent de 4 km². Quoi, voilà. Mais ça forme des gens différents. Moi, ma notion de fabrication d'un film, elle est tout entière portée vers ma famille, mes potes. Si je me pose en permanence la question, est-ce que mes potes vont se marrer là-dessus? Est-ce que ma tante va prendre sa voiture quand elle habite à côté du Mans pour aller au cinéma avec mon oncle, voir le film, payer 10 balles la place, ça veut dire 20 balles, peut-être se faire un resto avant, pas après en général, mais avant, machin. En fait, toutes ces questions-là, elles sont des questions parce que j'ai grandi, que je me pose parce que j'ai grandi en province et dans des petites villes, quoi, voilà. Pour moi, c'est devenu une force. Mais on en revient toujours au même. C'est-à-dire que par ailleurs, quand je me retrouve au Festival de Cannes, ou par hasard au César, ou par hasard, je me refais ce procès en légitimité dont on parlait aujourd'hui. Donc, en fait, la boucle, elle est bouclée, mais c'est le cas de n'importe quoi. Aller parler avec une sage-femme, elle va vous parler d'autre chose, elle va aller parler à un boulanger, elle va vous parler d'autre chose. Je pense que ce truc, on charrie en permanence les endroits d'où on vient et les rêves de gosse qu'on avait, qu'on n'a pas accomplis, qu'on accomplit qu'à moitié, etc., etc. Mais c'est ce qui nous fait avancer, en fait. Tu parlais des films que tu produis en disant que ce sont des films populaires. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même un ancrage dans le réel qui est très présent. Ouais. On est sur des comédies, mais qui sont en lien avec le terrain, des images poétiques aussi, que tu t'autorises dans les productions. Ouais. Ça aussi, c'est une identité différente, c'est une case différente dans la production. On n'est pas sur du populaire avec énormément de moyens, des grosses vannes. Enfin, il y a une sensibilité qui est un peu différente aussi. On rencontre les gens avec qui on travaille. Quand on parle de nos parcours, en fait, on charrie toujours les choses. En fait, on amène notre sac à dos, c'est-à-dire notre sac à dos de souvenirs, notre sac à dos d'expérience, notre sac à dos de l'enfance, tout ça. La rencontre avec Jean-Paul Rouve, elle est parce que c'est un gamin de Dunkerque, Jean-Paul, que ses parents étaient plutôt issus d'un milieu prolétaire. Je le dis parce qu'il le dit. Son père, il a quitté Agen pour venir travailler sur les chantiers usineurs Sassylor à Dunkerque. Sa mère était issue d'une moyenne bourgeoisie dunkerquoise, mais vu qu'elle s'est mariée avec son père, elle a été un peu au nid de sa famille. Il est fils unique. Donc quelque part, en fait, on vient pas de façon du même milieu social, mais on connaît ces choses-là. En fait, on sait ce que c'est que d'arriver à Paris, on sait ce que c'est que d'essayer de se faire une place, on sait ce que c'est que de ne pas avoir les codes de gens qui ont grandi à Paris, etc. Je n'oppose pas du tout mon parcours à celui de quelqu'un qui aurait grandi à Saint-Germain-des-Prés ou dans le 16e arrondissement de Paris, ou à Neuilly, ou même dans les beaux quartiers de Bordeaux, Lyon, machin, etc. Parce qu'on se rend compte qu'une certaine haute bourgeoisie a les mêmes codes partout. Ça, c'est intéressant. Mais on en joue dans nos films, ça, du coup, on le sait. Alors nous, nos codes, ils sont différents. Nos codes, ils sont des codes de classe non pas défavorisée, mais de classe de moyenne bourgeoisie, on va dire. Voilà, c'est pour ça je parle de cadre de PME, je parle d'instit. Alors c'est évidemment pas les mêmes moyens, bien évidemment. Je suis pas dupe, je sais bien, mais globalement on va de là à là. On va de là à là. Si politiquement on va dire c'est les anciens. Ça va du PS au bout gauche de l'UDF, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un côté un peu comme ça, voilà. Mais c'est intéressant parce que moi, je me dis toujours, et on se dit toujours ça avec Jean-Paul, alors qu'est-ce qu'il a voté aux dernières élections, ce personnage, putain, il s'est abstenu cette fois-ci parce qu'il en avait ras le cul, alors il a fait ça, d'accord, ok. Il y a plein de trucs, par exemple, quand on rentre dans une maison et qu'on va faire du repérage, on se dit, alors attends, la baraque, elle est grande comme ça, donc ici, c'est à combien le mètre carré, très bien. Non, il peut pas se payer une baraque comme ça, en fait. C'était le principe de la baraque de Michel Blanc et Chantal Lobby dans les souvenirs, c'est-à-dire qu'on en évitait pas mal, et on se dit, alors ok, elle est grande, alors elle est trop grande pour eux, sauf qu'en fait, ils ont acheté à un moment donné où c'était moins cher, ils ont fait construire, donc ils peuvent avoir cette baraque-là. Et donc, en fait, on rentre dans ce truc-là. Mais parce que c'est du vécu. Voilà. Donc, oui, on est dans un espèce de réalisme et en même temps, on s'en amuse. L'idée, c'est quand même d'en rire, quoi. C'est quand même d'en rire. Ça fait partie dans l'écriture de la construction des personnages, la construction de la narration aussi de l'histoire. Il faut que ce soit crédible. Ouais. Ça me fait penser aussi à ce que tu racontes. Je parlais en introduction d'être à une place entre
un endroit et un autre. Ouais. Et là, dans ce que tu dis, c'est aussi ça. On est entre le terrain et puis on va dire les gens qui vivent habituellement l'aspect populaire et puis la bourgeoisie aussi. Enfin, on est entre les deux. Et en fait, toi, ta place, elle est tout le temps un petit peu entre ces deux espaces-là. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut comprendre les codes d'un côté, comprendre les codes de l'autre pour créer quelque chose. Créer un passage aussi entre les deux. Ouais, et je pense que en tout cas, c'est là où moi, je me considère ayant une plus-value, moi, dans mon métier. D'ailleurs, je suis un ancien agent, donc l'agent, c'est mettre des gens en lien, de temps en temps des gens qui n'ont rien à voir. C'est ce qui m'amuse aussi, c'est de temps en temps faire en sorte de faire rencontrer un compositeur, un réalisateur ou une réalisatrice qui vient d'un autre endroit, sur l'échelle culturelle, sur l'échelle politique, sur l'échelle économique, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, tout d'un coup se dire, non mais attendez, en fait vous devriez vous parler, parce que si on gomme l'apparence que vous avez, machin, là tout d'un coup il y a un truc, je suis certain qu'il y a un truc à faire entre vous, quoi. Voilà. Donc, et de temps en temps on y arrive, de temps en temps on n'y arrive pas, mais on essaye. Voilà. Maintenant je sais que le fait de venir d'où je viens et le fait de ne jamais avoir renié les choses, même si de temps en temps, il ne faut pas se leurrer, de la même manière qu'Orelsan le dit de temps en temps, en disant de temps en temps, on arrive à des fêtes à laquelle on a l'impression de ne pas être invité. Moi, j'ai souvent eu cette impression-là. En fait, maintenant qu'on a un peu plus réussi, qu'on a un peu plus de recul, qu'on a des enfants, qu'on voit que les priorités sont ailleurs, etc., en fait, je sais que c'est une force. Je sais que ça me donne un petit côté pragmatique, car de temps en temps, je m'énerve, de temps en temps, j'ai le caractère court, etc., mais globalement, je sais que je vais pouvoir me dire « Attends, je sais pourquoi il dit ça, donc je vais essayer de comprendre et j'ai essayé de désamorcer le truc. » Donc tu parlais de déminage, il y a un petit peu ce côté-là. Donc voilà, c'est-à-dire que effectivement, dans un monde logique, c'est compliqué d'imaginer que Danny Boone puisse tourner avec Fanny Ardant, c'est compliqué d'imaginer que Michel Larocque puisse travailler avec Alex Bopin, c'est compliqué d'imaginer... Bon, mais en fait, au final, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Alors, vraiment, de temps en temps, ça foire, hein, mais quand on fait un film avec Florence Foresti et Mathieu Kassovitz, qui est un des films que je préfère de ce qu'on a produit, qui s'appelle De plus belle, dont le thème est la rémission d'un cancer du sein. C'est pas un thème très drôle à la base, mais on va chercher Florence pour ça, pour essayer de mettre de la légèreté, etc. Je sais que ça a plu à énormément, pas que de femmes d'ailleurs, et il est diffusé très très souvent lors du mois d'Octobre Rose, qui est le mois qui est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Moi, j'en suis très fier parce qu'en fait, à l'origine, quand on voit les parcours de Foresti, les parcours de Maxwell, on se dit que ça ne peut pas fonctionner, en fait. Et en fait, ça a fonctionné de manière incroyable et le film est formidable. Alors, il s'avère qu'il n'a pas eu le succès en salle que j'aurais aimé qu'il ait, mais j'en suis heureux de ce film. Je suis heureux. Et je sais qu'il marque aujourd'hui. Je sais qu'il marque. Je m'interrogeais sur la notion de réel, parce que c'est un peu ma marotte, hein, voilà. Mais la notion de réel, qu'est-ce qui fait pour toi que... du réel va devenir du cinéma. Tu parlais tout à l'heure d'un projet avec un jeune qui va être suivi pour faire un documentaire. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette idée-là, ça devient du cinéma, ça devient un objet audiovisuel qui t'intéresse ? Alors, le réel... tu parlais de... En fait, on touche quasiment au domaine de l'impro, qui est un thème qui t'est cher. C'est... Quand le père m'envoie un mail comme ça et qu'à la base je suis un peu fatigué, non pas d'en recevoir, je ne reçois pas tous les jours, mais vraiment c'est souvent, et je comprends, on m'envoie un mail, on me dit tu devrais rencontrer un tel, il est formidable, il est passionné de cinéma, incroyable, il a des machins. Au bout d'un moment c'est un peu saoulant parce qu'en fait je me dis commencez par vous-même, quoi, vous voyez, commencez par vous-même. Donc par exemple, c'est ce que j'ai dit à Estève. Je lui dis, mais t'as déjà été bénévole dans un festival ou pas ? Ah non, j'ai pas été bénévole. Je lui dis, déjà, tu vas commencer par donner du tien avant de demander aux autres, en fait. Ça va être un principe de base qui est assez cool, en fait, tu vas voir. Voilà. Et il s'avère que ça fonctionne. Voilà, moi je reçois aussi beaucoup de messages ah oui, alors je suis pote avec un tel, son fils est incroyable, il est fan de cinéma, etc. Je dis, il va au cinéma ou pas ? Ah ben non, mais il regarde plein de trucs sur son ordinateur. Non, mais qu'il aille au cinéma. Ce genre de truc est basique, en fait. C'est pas anodin de dire aux gens, vous voulez un coup de main ? Commencez déjà par venir avec vous, commencez par donner du vôtre, en fait. Voilà, commencez par ça. Bon, et donc j'en arrive au réel. Je pense qu'en fait, je me suis dit, alors, tout ça, dans ce cas précis, tout ça, c'est des choses que j'entends, que je vois aux Égalantes de Co-Festival, qui a lieu, c'est la 7e édition cette année, qui a lieu chaque année, le dernier week-end de novembre à 40 ans. Il y a plein de gamins qui viennent nous voir, qui nous disent ça, etc. Mais en fait, je me suis dit, ok, donc là, on va faire un documentaire, une bonne fois pour toutes. Il sera vu par qui il sera vu, voilà, mais je pourrais le sortir à chaque fois qu'on me le dit, en fait, voilà, ce genre de choses. Et en vrai, j'espère qu'il va être utile.
J'espère qu'il va être utile parce que j'ai l'impression qu'il peut l'être, en fait. Voilà. Donc, en fait, le côté concrétisation de cette intuition, il vient là. Donc, je me dis, bon, bah, alors maintenant, une fois que j'ai cette intuition de dire, il faut qu'on fasse un documentaire avec ce gamin, il va falloir qu'on le suive, il va falloir qu'on trouve un axe, une arche narrative, etc., etc. Et puis, je me dis, je ne vais pas le faire avec un réalisateur qui viendra de Paris pour le suivre de temps en temps, etc., parce qu'il y aura un côté un peu... Voilà, non, je vais le faire avec des locaux, des gars en qui je crois, qui sont forts, François Hugo, et qui ont fait un travail formidable, et qui l'ont suivi pendant 2 ans. Et là, ça y est, on est en train de vendre la Slash, François Normandie qui est en train de l'acheter, il y a Public Sénat qui veut l'acheter, donc c'est super. Je me dis, disons, voilà, c'est cool, cette intuition est passée au réel, et ce réel, il passe à la transformation en contrat, en documentaire, etc. Donc il va voir le jour, ce truc. Mais ça va être la même chose avec plein d'autres idées. De temps en temps, c'est un article que je lis dans un quotidien. Je lis beaucoup de quotidiens. Ça va être un livre qu'on va me transmettre en me disant, tiens, tu devrais lire ça, c'est vachement intéressant. Ça va être des parcours de vie que je vais rencontrer. On n'a pas fait de biopic pour l'instant, mais ça pourrait être un biopic. Voilà. En fait, c'est l'intuition. Hein. C'est l'intuition, mais c'est quasiment de l'impro à un moment donné. Hein. C'est de l'impro professionnelle presque, tu vois, puisque il y a un côté un peu, après, il faut que j'arrive à convaincre mon associé, il faut que j'arrive à convaincre un scénariste de l'écrire, il faut que j'arrive à convaincre un réalisateur de le faire, il faut que j'arrive... Voilà. Donc du coup, on est un peu dans le... Et on arrive sur ce miracle permanent dont tu parlais au début, qui est de se dire, oh putain, entre une idée à la base et la sortie salle, ou la sortie plateforme, ou la sortie télé, etc., il va se passer un nombre de temps assez important, il va y avoir un nombre de gens à convaincre qui est phénoménal, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que sur un long métrage, donc sur un film de cinéma, il faut que j'arrive à convaincre aussi les techniciens de venir travailler. C'est pas juste leur dire, écoute Coco, tiens, on t'a filé un salaire, donc tu fermes ta bouche et maintenant tu viens travailler. On n'est pas là-dedans. C'est-à-dire qu'il c'est des gens qu'il faut convaincre. Un chef décorateur, un machiniste, un électricien, etc., un chef électro, un chef op, etc. Enfin, tous ces métiers-là, à un moment donné, il va falloir aller les convaincre que le scénario est bon, que c'est chouette pour eux de venir travailler dans cette équipe parce qu'on va faire du bon travail et qu'à la fin, ils vont pouvoir être fiers du film qu'ils ont accompli. Voilà. On est en permanence, on passe en permanence de l'intuition à la réalisation. Intuition, réalisation en permanence. Voilà. C'est ce que moi, j'aime beaucoup. Ça naît d'une idée, puis tout d'un coup, on doit la concrétiser. Tout le temps. Là aussi, tu es dans un rôle, dans une place entre les contraintes financières et puis des contraintes artistiques. Parce que là, ce que tu racontes, c'est globalement, les techniciens, les artistes, il faut leur parler en artistique, pour les convaincre de suivre le projet. Ouais. Au-delà des chiffres et au-delà de tout ça, on est dans un milieu qui est toujours un milieu de passionnés. Ouais. Donc, toi, quelles ressources est-ce que tu mets en place ? Parce que j'imagine qu'il faut vraiment connaître ce terrain-là. On parlait d'empathie un peu tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est ça certainement que tu mets en place. Moi, j'ai la chance d'avoir commencé à travailler avec Dominique Bessner, comme je le disais, qui est pour moi comme un mentor ou un second père. Dominique, il m'a dit assez tôt qu'il fallait que je fasse du plateau. Donc, du plateau, c'était technicien sur un plateau de cinéma. Donc, j'ai commencé en faisant de la régie, stagiaire régie. Et après avoir fait une école de commerce, après avoir fait des études qui ont coûté un peu cher, fallait aussi convaincre mon père. On parlait de pouvoir de conviction. Il fallait convaincre mon père de dire... Écoute, merci de m'avoir payé. Je vais commencer par être stagiaire régie, c'est-à-dire stagiaire conventionné sur des tournages où tout d'un coup on est embauché que 4 à 5 semaines, puis après on ne sait pas ce qui va devenir, donc il va falloir retrouver un autre film, etc. Bon, il m'a permis de le faire. Voilà, il m'a permis de le faire. Après, j'ai fait un autre stage chez Marathon Animation. Je fais de la supervision de scénario. Et puis à un moment donné, j'ai eu un CDD qui s'est présenté à moi et Dominique Bessner est revenu à moi en me disant « Ah, tu ferais bien un stage chez Armédia, donc dans l'agence artistique. » Donc là, j'ai quitté un CDD pour refaire un stage. Là encore, il a fallu que je reconvainque mon père pour lui dire alors, j'étais presque arrivé au bol de sangria, mais je vais pas le boire tout de suite. Je vais retourner faire un stage chez Dominique. Et en fait, toutes ces intuitions-là, encore une fois, on reparle d'impro, hein, mais toutes ces choses-là ont fait que ça a mis des petits cailloux en plus dans mon sac à dos et qui ont fait qu'à un moment donné, je suis aujourd'hui plus fort d'une expérience qui, à mon avis, est plus intéressante que d'avoir eu un parcours un peu linéaire si j'avais fait la Fémis, par exemple. En tout cas, je suis heureux de ne pas avoir fait la Fémis. Voilà.
Alors, attention, c'est pas une critique de ceux qui font la FEMIS. Non, je précise quand même, pour pas que ce soit mal pris. Et puis tu sais quoi, la vérité, c'est que même si je le faisais, il s'avère que je travaille avec des réalisateurs qui ont fait la FEMIS, je travaille avec des producteurs qui ont fait la FEMIS, je suis en copro avec eux de temps en temps. Je pense que c'était pas mon ADN en fait. C'est un principe de vie, c'est un principe de. Je pense que je suis un peu pas en marge, mais je prends les trucs de côté comme ça. Voilà, je rentre de côté. Voilà. Mais c'est de la même manière que quand on travaille, tu parlais d'essayer de faire venir des tournages dans la Manche, en fait. Les élus du coin pourront te le dire, je les saoule à un point considérable, mais que ça soit le président de l'agglo du Cotentin, le président de l'agglo de la baie du Cotentin, le président du conseil départemental de la Manche, le président du conseil régional de Normandie, etc. En fait, je suis en permanence en train de les convaincre qu'il faut investir dans le cinéma, dans les séries, dans les documentaires, non pas pour dépenser de l'argent, mais parce que c'est une bonne nouvelle. On est ici dans un hôtel à Kinéville, demander à la responsable de l'hôtel si c'est pas chouette d'avoir un tournage qui va arriver pendant 2 mois avec 30 chambres qui, hors saison, vont être payées pendant 1 mois. Ça, c'est un tournage. Voilà, c'est un tournage. C'est le principe. C'est qu'hors saison, on va bloquer son hôtel. Bloquer son hôtel à un moment donné où c'était quasi vide, elle vous le dira elle-même. Mais ça va être pareil pour le restaurateur du coin, ça va être pareil pour les loueurs de bagnoles du coin, ça va être pareil pour les maraîchers du Val-de-Serre et chez qui on va aller se servir pour nourrir la cantine parce qu'on va travailler en circuit court, parce qu'il y a des normes aujourd'hui dans le cinéma qui font que c'est plutôt sain. Ça va être pareil pour les stagiaires, on va embaucher des stagiaires localement, etc. Donc en gros, par exemple, quand on fait un film comme Les Cadors qu'on a tourné l'année dernière dans le Cotentin, on a 100 000 € d'aide de la région. On doit avoir à peu près 20 000 € d'aide de l'agglo du Cotentin, je crois à 5 000 € de la ville de Cherbourg, un truc comme ça, que j'ai obtenu avec les dents, vraiment, ils pourront vous dire. Vous voyez, ils me détestent tellement voilà. Mais je leur dis, mais c'est impensable de ne pas investir. Parce qu'en fait, derrière, nous, on va, on peut être audité là-dessus, moi je demande à être audité là-dessus, on va dépenser plus d'1 million d'euros localement. Voilà. Et au-delà de ça, on va embaucher des stagiaires, on va embaucher des techniciens, et c'est ce que je dis aux élus localement, c'est que plus il y aura de tournage, plus il y aura de techniciens qui pourront vivre ici, plus il y aura de techniciens qui vivront dans les villages ici, plus il y aura de l'activité économique qui va se mettre en place. Et là, je parle même pas de médiatisation des tournages, je parle même pas de l'attrait touristique que ça peut avoir, parce que c'est des films qui vont être vendus dans le monde entier. En l'occurrence, Tempête, qu'on a tourné l'année dernière, il est vendu dans 80 territoires. 80. Le film, il s'ouvre sur une plage à Utah Beach. Après, on part à l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Après, on part dans les dunes d'Attainville. Après, on part sur l'hippodrome de Cabourg, etc., etc. Tout le film a lieu à Sainte-Marie-du-Mont. Vous verrez le film. Moi, je pense qu'il est formidable, ce film. Il sort le 21 décembre. Mais je pense que ça a un impact pour l'investissement du département et pour l'investissement de la région. Ça a un impact beaucoup plus fort parce que ça va durer, parce que ça va être diffusé sur France 2, parce que ça va être diffusé sur des plateformes, etc., etc., etc. Ça a un impact beaucoup plus fort qu'une page de pub dans un magazine ou même dans le métro parisien. Voilà. Pour à peu près le même investissement. Et encore une fois, on a fait vivre des hôteliers, des restaurateurs, des stagiaires qui n'auraient jamais mis un pied sur un plateau de tournage non plus. On a fait vivre des techniciens, on a fait vivre des charpentiers, des chefs décorateurs, des électriciens, des menuisiers, on a fait tous les corps de métier. Le cinéma, c'est tous les corps de métier. Donc c'est là que ça me passionne aussi. C'est-à-dire, si j'aime ma région, mais je me dis en plus, il s'avère qu'on peut en faire profiter plein de choses, quoi. Plein de gens, plein de choses, plein de villes, etc. Voilà. Donc je me bats là-dessus. Ouais. Ce qui m'intéresse, alors plusieurs choses sur l'aspect tournage, c'est assez étonnant aussi que ici dans ce département, dans cette région, ce soit pas alors qu'il y a des attraits touristiques, des attraits des paysages, c'est ce que tu mets en avant, que ça n'avait pas été pensé parce qu'il y a quand même pas mal de régions qui ont basé une politique aussi culturelle là-dessus. Je pense à la Nouvelle-Aquitaine, je pense au Poitou-Charentes, que depuis 25 ans, ils sont... C'est moi que t'en parles parce que c'est mon exemple en permanence quand je parle aux élus de Normandie. Donc c'est une politique qui a été mise en place, mais c'est au long cours. C'est-à-dire que ça fait 25, au moins 25 ans. C'est au long cours et c'est en dépit de toutes les couleurs politiques. Ouais. Parce que quand je dis que je parle à tous les élus, je fais pas de prosélytisme pour un parti ou un autre, ils sont de tous les partis, là, les élus. Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'arrive toujours en leur disant, il s'avère que je vote pas pour vous. Donc je commence en disant ça fait toujours un petit truc, voilà. Mais c'est intéressant. L'autre chose qui m'interpelle dans ce que tu racontes, c'est que j'ai l'impression peut-être que c'est ton parcours d'avoir été à chaque fois agent entre deux mondes. J'ai la sensation ou l'impression que tu te bats non pas pour toi-même, mais pour des projets, des territoires, des gens. Et tu parlais tout à l'heure d'être utile. C'est ça qui te fait tenir, parce que sur un processus de création, de production, on est sur 3 ans, 4 ans.
Il faut de la force, faut un truc, faut une foi, faut la foi, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qui te fait tenir ? C'est 3 ans et c'est plus que ça, parce qu'après le film, il faut le continuer à le faire vivre. Parce que si c'est juste une fois qu'il est sorti en salle, on se dit, bon, bah hop, je suis passé à autre chose. Non, la vérité, c'est que, et les gens ne le savent pas forcément, c'est qu'en fait, on continue à tenter de faire vivre le film dans des festivals, ailleurs. Par exemple, je parlais de Plus Belle. De Plus Belle, c'est Octobre Rose tous les mois d'octobre. Pour pas que le film soit oublié, il repasse à la télé, donc on le revend. Alors, c'est économiquement, évidemment, viable, évidemment, de revendre un film. Mais pour arriver à le revendre, il faut le faire vivre en permanence. Il faut arriver à revoir les chaînes en leur disant, mais vous devriez projeter ce film-là. Voilà, parce que ça va être Octobre Rose, il va se passer ceci, cela. Les souvenirs, vous devriez projeter ce film-là, parce que on va parler des maisons de retraite, etc. Tous les films ont un thème. Là, vous devriez reprogrammer le film d'Orelsan, commencer loin, parce qu'il va y avoir la série Doc d'Orelsan qu'on a produite après. Donc voilà, donc on fait les films longtemps. On a les droits des films pendant 30 ans. Moi, je serai à la retraite à la fin, j'imagine, mais on a les films pendant longtemps. Alors, de là à dire que je me bats pas pour moi, j'ai pas cette humilité. Je me bats évidemment pour moi, pour mes films avant tout, parce que quand je me bats avec les élus, je viens pas avec le projet d'un autre producteur, hein, bien évidemment. Sauf que ce qui est certain, c'est que je pense que j'essaie de déminer le terrain pour d'autres. Voilà, on reparle de déminage là, mais voilà, je crois, c'est d'ailleurs la discussion que j'ai eue pas plus tard qu'il y a 15 jours avec Jean Morin, le président du conseil départemental de la Manche. Il me dit non mais il faut qu'on le fasse, vous avez raison, en fait vous m'avez convaincu, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on ait une politique, donc on va mettre en place les choses, etc. Puis je pense qu'il voit que c'est sain économiquement, vraiment économiquement c'est sain, il n'y a pas de débat là-dessus. Je lui dis moi j'ai pas de problème, auditez-moi, que les gens, parce que c'est de l'argent public, donc à un moment donné, regardez les chiffres, voyez ce qu'on a dépensé localement, et vous allez voir que mettre 1 euro dans un film qui vous en rapporte 10, c'est plutôt chouette. En fait, ça va, c'est sain. Voilà, tout va bien. Donc, il le voit, il s'en rend compte, parce qu'au bout d'un moment, j'ouvre les livres. Hein, donc voilà. Mais derrière, évidemment, il me dit, il a raison. Il me dit, enfin, attendez, on va pas créer une politique cinéma dans la Manche pour les beaux yeux de Nolita Cinéma, la société de Maxime Delaunay. Je dis, non, on est d'accord. Il s'avère qu'en fait, il va falloir aller voir d'autres producteurs qui sont pour 90% basés à Paris. Moi, je veux bien revenir travailler en Normandie, mais il faut que j'ai la possibilité de pouvoir le faire. Donc moi, je lui ai dit, mais alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir avec vous ou avec Attitude Manche, qui est l'agence d'attractivité du territoire, avec d'autres, etc. Si vous voulez, on va aller voir mes petits camarades producteurs en leur disant, bonne nouvelle, ce département, cette région, ont mis en place une politique bienveillante, en win-win, pour faire en sorte qu'on puisse tourner localement, parce qu'en plus vous avez des paysages de dingue. C'est-à-dire que ce que voient les réals quand ils viennent ici, parce que là on parle d'économie, on parle de médiatisation, on parle de ça, mais en fait il y a les paysages. C'est-à-dire qu'en fait vous passez quasiment d'un truc, je ne vais pas dire montagneux, mais semi, il y a des collines dans le sud-Manche, la Suisse normande, etc. Vous passez aux dunes d'Attainville, de Surtainville, etc. dans le nord de la Manche. Le sentier de Delaunay, ça ressemble à l'Irlande. Il faut savoir que Truffaut avait tourné les Deux Anglaises et le continent dans la Hague. C'était un film qui se passe dans le Pays de Galles. C'est-à-dire que le mec dit c'est le Pays de Galles, voilà. Donc, alors qu'il tourne tout dans la Hague. Tess de Polanski est tourné là-bas. Nous, quand on tourne Tempête, vous allez voir les premières images du film. Et les dernières images du film, en fait, elles sont censées se tourner en Camargue. En fait, on les a tournées dans les grèves du Mont-Saint-Michel et à Attainville. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire tout d'un coup, on a une diversité de paysages qui est assez hallucinante. Voilà. Évidemment, on a un terreau industriel en plus, on a des ports, on a tout. Enfin, c'est étonnant ce qu'on a. Voilà. Je vous dis, on commençait l'entretien tout à l'heure en parlant de Bénodet. Finalement, on ne va pas à Bénodet, on va à Barfleur. Voilà, on a juste changé le nom Bénodet, on a mis Barfleur et ça fonctionne. Voilà. Donc, tout ça est assez passionnant. Donc, je me bats évidemment pour ma paroisse avant tout, mais le faisant, je sais que je me bats pour d'autres derrière. Alors, on passe de Bénodet à la Manche et on va passer à ton bureau, à tout ton quotidien. Ouais. Je vais te demander une petite séquence qui est habituelle dans ce podcast. Ça va être pour vous, auditeurs, de fermer les yeux et Maxime, ça va être à toi de nous faire vivre un moment de ton quotidien. Qu'est-ce que c'est le quotidien de Maxime Delaunay, producteur audiovisuel ? C'est passionnant. Alors, bon, je commence en déposant mes enfants à l'école. J'ai la chance d'avoir une école qui est juste à côté de chez moi. Donc, sur le trajet du bureau, j'habite pas loin du bureau. Donc, sur le trajet du bureau, je dépose Auguste, qui a 6 ans, et Anna, qui a 3 ans. Je les dépose à l'école. Et puis, donc, j'arrive au bureau, en général vers 9h.
bref, j'allume la machine à café, je fais les trucs basiques. Et puis, j'ai commencé à regarder mes mails un petit peu avant, donc je suis à peu près à jour normalement. En général, je lis la presse. Ça m'arrive quand même très régulièrement de lire la presse papier, j'aime bien. Donc je lis Les Échos, je lis Le Parisien. Et puis je suis abonné au Monde en digital, je suis abonné à l'Équipe en digital. Donc en fait, je regarde sur le trajet, en arrivant au bureau, une espèce de revue de presse comme ça. Je passe des coups de fil qui sont des coups de fil en général à mes associés, à Romain, à Mathieu, pour faire un petit point sur les sujets qui sont en cours. Donc ça va être d'une prépa de tournage à une post-prod d'un film. Ça va être une négo qu'on va avoir avec un diffuseur, sachant que les diffuseurs sont de plus en plus nombreux. Là, les derniers rendez-vous qu'on avait, on avait rendez-vous avec Paramount+, qui avait un nouveau diffuseur qui va arriver l'année prochaine. Il y a HBO qui va arriver en France. Et donc on est assez loin d'il y a quelques années où il y avait globalement TF1, le service public, Canal, Arte et M6. Donc on fait un point un peu sur tout. En général, après, il va y avoir l'arrivée de Alice et Clémence qui sont nos juristes chez Nolita, et on va faire aussi un petit état des lieux des contrats qui sont en cours, des négos qui sont en cours. Voilà, et puis en général, j'enchaîne par une journée de rendez-vous. Beaucoup de visio maintenant, depuis le confinement, ce qui est pour moi plutôt une bonne chose, en tout cas parce que je passais ma vie auparavant en rendez-vous, et la plupart des rendez-vous qu'on doit faire dans les groupes audiovisuels étaient dans l'ouest parisien, alors que mes bureaux sont à Belleville. Donc j'étais en permanence sur le scooter, en train de passer d'un endroit à un autre. Et en fait, ça m'a permis de vendre le scooter et d'acheter un vélo à la place. Voilà. Et donc du coup, ça a changé un peu ma vie. Donc voilà, donc c'est à peu près ce genre de choses. Je évidemment vais sur des tournages quand on est en tournage. J'y vais pas tous les jours parce que je considère qu'on n'a pas besoin d'aller checker et de faire le flic de service auprès du réalisateur. Voilà, on a des équipes en qui on a confiance. On a un directeur de production qui est formidable, qui a commencé avec nous sur le film d'Orelsan, sur Comment c'est loin, et qui a fait tous nos films depuis. Donc c'est vraiment lui qui est le responsable du tournage. C'est à lui qu'on a confié le budget du film, et à qui on demande de faire des économies bien souvent, parce qu'en fait, en général, quand un film, pour l'anecdote, vaut 5 millions d'euros en coût de production, on n'obtient jamais les 5 millions d'euros en financement. On est toujours en gap, ce qu'on appelle un gap de financement. Donc on se met en risque auprès d'une banque, puisqu'on fait un emprunt pour aller financer le film. Donc on se met en risque, et puis surtout on tente de diminuer le risque, comme quand on fait des travaux sur une maison. Alors en général, les travaux sur une maison, ça augmente, mais nous on fait en sorte que ça descende. C'est-à-dire qu'en fait, on lui dit ok, il valait 5 millions, il faut que tu nous le ramènes à 4,8 millions. Donc ouais, tu vas faire des économies. Tu vas faire des économies sur un peu sur tout, quoi, sur la technique, sur la régie, etc. On peut jamais faire des économies sur les salaires. Évidemment, c'est des conventions collectives et c'est plutôt sain. Donc je précise quand même au passage. Mais non, ça va être sur la technique, ça va être sur les jours de tournage, ça va être sur les décors. Voilà, on va faire non plus 80 décors, mais on va faire 75. Voilà, donc on fait des économies qui font qu'on va réduire le tournage. Donc ça prend du temps. Voilà. Donc moi, je fais beaucoup, comme me le dit Auguste, mon fils, papa, ton métier, c'est de parler au téléphone. Voilà. Je parle beaucoup au téléphone. Ouais. Je vais passer à quelque chose d'un petit peu autre chose. Je vais te faire écouter Dominique Besnéard, parce qu'il est très présent dans ton parcours. Ouais. Parce que j'ai retrouvé une archive de l'INA 2008 sur le premier festival d'Angoulême. D'accord. Et ce qu'il dit dans ce reportage de France 3 Régions à l'époque, okay. Poitou-Charentes. On y revient toujours au Poitou-Charentes. C'est une résistance quand même. Hein. Moi, je trouve que le cinéma français est absolument magnifique. Il est très diversifié. Le cinéma québécois est pareil. Je trouve qu'avec leurs moyens qui sont pas toujours les plus, ils n'ont pas les moyens les plus élevés, ils arrivent à donner de l'émotion. Ce qui est le plus important dans le cinéma, c'est rire et pleurer. Donc même avec peu de moyens, en fait, c'est ça, on peut émouvoir. Ouais. Non, mais il a raison, bien sûr. Il a souvent raison. Il s'emporte sur plein de choses, mais il a souvent raison. Il est de mauvaise foi incroyable, mais il connaît ce métier. Il a cette tendresse et cette bienveillance qui font qu'il faut toujours l'écouter, Dominique. Il faut toujours l'écouter. Bien sûr qu'avec peu de moyens, on peut faire des films merveilleux, et que c'est bien souvent pas un problème de moyens. C'est-à-dire que tu parlais au tout début des films qu'on fait nous. C'est vrai que nos films à nous sont des films qui vont chercher leurs inspirations dans une certaine tradition du cinéma français. C'est-à-dire que ça va être... moi, je suis fan de Claude Sauté, de Claude Berry, évidemment de Weber, évidemment de Broca. Voilà, je suis fan avant tout de ce cinéma-là. Je suis pas fan de Star Wars, je suis pas fan de ce cinéma-là. Je
pense qu'on peut l'être, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas d'où je viens, c'est pas ce que j'aime. Voilà. Donc du coup, je vais pas voir de films d'anticipation, je vais pas voir de films de science-fiction. C'est un problème, hein, peut-être. Hein, mes associés aiment et voilà. Mais je pense que c'est pas la tradition française. Donc je pense qu'on peut y venir, je pense qu'on peut en faire, je pense que les plateformes vont nous permettre d'être plus ambitieux sur ce genre de choses. Mais je pense qu'avec les moyens qui étaient les nôtres, c'était pas possible d'en faire. Voilà. Donc moi, j'avoue que je suis passé directement à je vais regarder d'où on vient. C'est quasiment comme quand on lit de la littérature contemporaine française. Bah, j'ai pas lu Barjavel, enfin j'ai lu un peu, machin, mais ça n'a pas été ma littérature, quoi. Voilà, ma littérature, c'est une littérature contemporaine française. Je lis Nicolas Mathieu en ce moment, j'ai lu Fuenquinos énormément, qui est devenu un ami par la force des choses et tout ça. Donc évidemment, je vais voilà. Donc du coup, il a raison. Maintenant, c'est vrai que si je peux faire une petite nuance par rapport à ce qu'il dit, on a fait ce film dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle Tempête l'an dernier, qui est un film qui coûte normalement 14 millions d'euros, mais sur lequel on a eu 12 millions d'euros pour le financer. Donc là, pareil, on a dû faire des choix, on a dû voir avec le réalisateur ce qu'on a bougé. Mais à un moment donné, c'est un film de grand spectacle. C'est-à-dire que de temps en temps, on a filmé des courses de trot à pleine vitesse avec 5 caméras. Donc là, on peut faire ce qu'on veut, hein. À un moment donné, il faut que les chevaux ils soient entraînés. Donc, c'est 6 mois de travail au préalable. Il y en a un qui va tomber, donc c'est des cascades qu'il faut faire au préalable. Donc, c'est des chevaux qu'il faut acheter, parce que c'est des chevaux qui ne pourront plus faire de trot derrière. Il y a 5 caméras, il faut les payer. Fois le nombre d'équipes qu'il faut par le nombre de caméras, donc ça se paye. C'est de nuit, donc il va falloir payer les pommes de Vincennes, les lumières, etc., etc. Je vous laisse comprendre le truc. Donc, du coup, c'est pas possible de faire un film comme ça sans moyens. Voilà. Donc évidemment, il y a des films qui ne sont pas possibles sans moyens. Bon, il s'avère que 90% des films que moi je produis avec mes associés sont des films qu'on peut faire avec des efforts colossaux de allez, soyons malins, on prend qu'un seul décor et puis dans ce décor, on va en faire 3 à l'écran. Voilà, on va mettre un bureau là-bas, ça va être son lieu de vacances alors qu'on est dans la même baraque, hein, voilà ce genre de truc. On va tricher en permanence, quoi. Voilà. Mais voilà, mais il a raison sur le papier, c'est-à-dire que la tradition du cinéma français, la tradition même du cinéma francophone, hein, belge, suisse, québécois, même africain, elle est plutôt sur un cinéma réaliste, quoi. Mais la logique, on va en parler, il faudrait une autre émission pour en parler. La logique du cinéma américain, elle est ailleurs, c'est une logique industrielle, c'est la logique qui nous fait rêver. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir Top Gun comme beaucoup de gens, je crois que c'est plus de 5 millions de personnes qui sont allées le voir en salle. Preuve s'il en est que quand les films sont là, les gens vont au cinéma. C'est mon camarade Clément Jodessius au Cinéma Viking à Saint-Lô qui me répète toujours ça, qui me dit mais les gens ils viennent quand les films sont bons, quand ils ont envie d'aller au cinéma. En fait, il n'y a pas de crise majeure. Enfin, il y a une crise évidemment sur plein de trucs. Je disais tout à l'heure, quand il fait beau après avoir fait mauvais, les gens vont à la plage ou vont dans les terrasses ou vont sortir avec leurs enfants dans les. Voilà, donc ça c'est logique, on peut pas leur en vouloir. Mais globalement, pour toutes choses égales par ailleurs, c'est un marché de l'offre. Il faut que les films soient là pour que les gens aient envie d'aller au cinéma. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je crois que les films que les gens ont envie d'aller voir, c'est pour ça que les Français sans doute se sont pas mal rabattus sur les comédies. C'est pour ça que souvent ce sont les comédies qui sont en tête du box-office en France, ce qui est assez étonnant, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, c'est pas forcément le cas en Espagne, c'est un peu le cas en Allemagne, un peu en Italie, mais pas autant. C'est une surreprésentativité de la comédie en France, voilà. Parce que même si on met Intouchable comme comédie, en fait, vous allez voir, je crois, pas dire de bêtises, en disant que parmi les 10 plus gros succès du box-office français de tous les temps, il doit y avoir 80% de comédie, ce qui est assez étonnant. Mais moi, je pense que c'est aussi parce que tout d'un coup, on a choisi de faire ce cinéma-là, par une tradition théâtrale aussi. On est les enfants de Molière, on est les enfants de Beaumarchais, on est les enfants de... voilà, donc on pourrait en parler, etc. Mais le cinéma vient du théâtre, il y a ce truc-là, il vient plus du théâtre que de la littérature par endroits, donc du coup il y a une tradition presque de comédie, en tout cas de légèreté qui est mise en place. Voilà. Maintenant, je pense que les plateformes sont en train de nous permettre, moi je vois ça plutôt d'un très bon œil, en tout cas on travaille avec des plateformes, qu'on travaille avec des opérateurs de cinéma, et d'ailleurs les plateformes vont rentrer dans cette fameuse chronologie des médias. Les plateformes vont nous permettre d'être un petit peu plus ambitieux. Voilà. Nous, on vient de faire un film qui va sortir sur Netflix là, en septembre prochain. Donc le podcast sera sorti, mais donc du coup qui s'appelle Sous emprise. Et en fait, ce projet-là n'aurait pas pu voir le jour sans Netflix. On a tourné à des profondeurs de 80 mètres sous l'eau. C'est l'histoire d'une apnéiste qui s'appelle Audrey Mestre, qui est morte en plongée. En fait, c'est pas des films qui étaient français à la base. C'est des films. D'ailleurs, c'était James Cameron qui le faisait à la base. En fait, on a récupéré un truc qu'il a abandonné pour une raison contractuelle. En fait, il a découvert que
le mari en fait avait tué la péniste, donc l'histoire est folle, et donc nous on a récupéré le truc derrière, mais il devait le faire avec Jennifer Lawrence. Voilà. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'était un film américain, c'était James Cameron, et il s'avère que grâce à Netflix, on peut le ramener en France, sur un autre aspect, bien évidemment. Voilà. Et c'est un réalisateur américain qui le fait. On a produit, c'est un réalisateur américain qui l'a fait pour nous. Voilà. Mais Balle perdue ou Balle perdue 2 sur Netflix, je pense aujourd'hui que ça n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu Netflix, en fait. Voilà. À un moment donné, c'est Netflix qui dit, bon, on y va. Il faut se démarquer de la salle, et pour se démarquer de la salle, on va faire des films avec des go-fast, des bagnoles qui explosent, etc. À part Besson, il n'y en avait pas en France. Voilà. Et Besson, qui a beaucoup investi en France, n'en déplaise à beaucoup de rageux, il a amené un cinéma européen concurrentiel du cinéma américain. Et moi, gamin, ayant rêvé sur les films de Besson, je vois ça d'un très très bon œil, quoi. Voilà. Je quitte le monde du cinéma pour une dernière question. Attention, c'est la question bonus. Ouais. Donc Maxime, on interroge les décisions. Et ce qui est frappant, c'est qu'avec le festival que tu as monté à 40 ans, Les Égaluantes, avec aussi la reprise de la cidrerie Héroux, tu parlais tout à l'heure de regarder d'où on vient. Quelque part, tu participes aussi à la vie économique de la région. Et au-delà économique, au-delà de l'économie, c'est aussi l'humain, c'est de ramener du monde, ramener de l'expérience. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de mouvement comme ça, parce qu'on parlait d'Orelsan tout à l'heure, qui a aussi investi avec Saint-James, qui s'investit aussi dans le territoire. Tu le disais dans d'autres podcasts, c'est quelque chose d'assez nouveau. En tout cas, ça change, il y a des choses qui changent comme ça sur l'image du territoire, sur l'implication des acteurs du territoire. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit à un moment, je vais m'investir, je vais aller monter un festival, je vais participer à la reprise d'une cidrerie? Alors, c'est un ensemble de petites décisions qui se sont rejointes à un moment donné. Le festival, c'est simplement parce que on avait créé un festival qui s'appelait Tout un foin à Bayeux. Il s'avère qu'au bout de 5 éditions, on a arrêté parce qu'on était quand même dépendant beaucoup des conditions climatiques et que ça devenait très compliqué. On a eu beau faire venir Julien Doré, Orelsan, Necfeu, Juliette Armanet, Vianney, Ayo, je sais plus qui on a fait venir, c'était fou quand je me retourne dessus, je me dis c'est dingue. En fait, on a Miosek, Alex Baupin, machin. Enfin, on a dû annuler 2 fois le festival parce qu'il a plu. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je veux bien bosser toute l'année pour un festival, mais je vais pas dépendre d'autre chose que de moi. Non. je veux bien m'en vouloir à moi-même, mais je veux pas me retrouver à me dire, bon, alors maintenant, faut qu'il fasse beau. Voilà. Et donc, non. Donc, on a arrêté ce festival. J'avais cette envie de continuer à faire des choses avec mes potes. Et je viens de 40 ans. Je voyais que le cinéma de 40 ans est en train de péricliter. Donc, je suis allé voir la mairie en leur disant, voilà, on va créer un festival ici, ça s'appelle Les Égaluantes, qui veut dire les éblouissantes en normand. Et puis au début, on est rentré un peu comme ça. Et puis dès la première édition, on a fait 2000 spectateurs sur un week-end, là où le cinéma, on faisait 15 000 à l'année. Donc vous voyez la proportion du truc. Donc aussi, putain, il y a un truc, on va essayer de continuer. Voilà. Et donc on a continué, et puis des bénévoles nous ont rejoints, etc. C'est passé comme ça. Et la cidrerie Héroux, c'est quelque chose d'un peu lié. C'est-à-dire c'est Marie-Agnès, qui est une amie de longue date, qui est venue me voir en me disant que elle voulait préparer sa succession, quoi. Et j'ai appelé 2 copains, qui sont Jean-Baptiste Lombard et Simon Dufour, qui travaillent dans le vin, qui sont originaires de Méotis pour l'un, Augoville-au-Plain pour l'autre, donc à côté de 40 ans, en leur disant, les gars, on va faire la même chose que vous faites avec le vin, mais on va le faire avec le cidre, parce que c'est chez nous. Et en fait, ça tombe à un moment, puisque le cidre est en train d'exploser pour plein de raisons, qui sont qu'il y a une nouvelle génération de cidriculteurs qui arrivent, qui sont formidables. Il y a un AOP Cotentin qui a été mis en place, justement en grande partie grâce à Marie-Agnès Héroux. Je sais pas, c'est comme si tout d'un coup, on était à un moment donné, il fallait prendre un chemin en se disant, bon alors, soit on meurt avec nos convictions en disant on est une super région mais on s'ouvre pas au monde, soit on se dit mais attendez, ce qu'on fait ici est formidable, c'est sain, c'est bio la plupart du temps, les vergers ils sont, par exemple dans le cas de nos vergers, ils sont pas traités depuis 1947, donc en fait ils sont bio de fait, voilà, ils sont véganes, ils sont bio, ils sont absolument dans l'air du temps mais sans le savoir en fait presque. Et c'est le cas, c'est ce que Luc Le Sénécal avait fait avec Saint-James. C'est un ami, Luc, tout d'un coup, il reprend Saint-James, qui est une belle endormie. Pour nous, c'était des pulls très jolis, mais des pulls qui grattent. Et puis tout d'un coup, il se dit, bon, alors attends, comment je fais pour faire travailler ce savoir-faire ? C'est vraiment quasiment la même histoire que Héroux. C'est-à-dire, il y a un savoir-faire incroyable, mais on n'est pas capable de le faire savoir, justement. Il y a le savoir-faire, mais on ne le fait pas savoir. Et donc, du coup, il a été voir... alors, je suis un peu à l'origine du truc, mais il a été voir Aurel pour faire une collaboration avec Avenir, la marque d'Orelsan. Dans la foulée, un garçon qui s'appelle Charles Yvon à Cherbourg a repris la société de son père, les parapluies de Cherbourg. Il y a eu ce clip avec Aurel et Stromae. Ils ont fait un parapluie spécial pour Aurel avec Avenir et Mozart, qui est la marque de Stromae.
il y en a plein d'exemples comme ça. Il y a les travailleurs de la mer de nos camarades de Guillaume du côté des Pieux. Il y a qui a monté une petite boutique, une belle boutique maintenant à Cherbourg. L'autre jour, j'étais au Goéland à Réville. Je me dis, tiens, c'est marrant, c'est des lieux qu'on retrouvait quasiment que sur les plages. Alors, c'est vieux le Goéland, mais en même temps, ça fait quelques temps que ça explose là. Avant, c'est des trucs qu'on avait que dans le sud de la France. Et tout d'un coup, il y a un truc qui est en train de se mettre en place dans la région. Tout d'un coup, on se dit, mais en fait, ce sur quoi on est assis, on a le droit d'en être fiers. Soyons fiers en fait. Voilà, soyons fiers. Et c'est le travail que tu fais toi. Il y a un autre podcast auquel j'ai participé qui s'appelle Les Cotentinois, la fille qui s'occupe de ça est super. On échange et moi je pose la même question, c'est pourquoi est-ce que tu le fais maintenant ? Tu le fais maintenant parce que toute ta vie t'a amené à ça et puis tout d'un coup tu dis ah putain mais en fait c'est pas mal, j'ai le droit d'être fier de ma région. Très bien, c'est cool. C'est un peu on travaille avec le Stade Malherbe de Caen sur un projet aussi, on a un peu un truc là-dessus en se disant le savoir-faire c'est super mais à un moment donné il faut le faire savoir. Encore une fois je redis ce truc-là. C'est Mauvier à la ville de l'Époile, c'est... il y en a plein, il y a Beauhain qui font des aiguilles, des petites aiguilles comme ça dans l'Orne, machin, etc. En fait, on se dit, en fait, tout ce quoi on était assis est absolument formidable, en fait, voilà. Maintenant, il faut le préserver. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Faut faire attention à pas bétonner. Il faut faire attention à être sain, à être vigilant à tout. On a de temps en temps, chez nos camarades élus, de temps en temps, une propension à se dire « Oh putain, il faut surfer sur cette vague-là » parce qu'on voit qu'il y a une attractivité touristique, on voit qu'il y a une attractivité économique. Là, il n'y a pas de chômage dans la Manche. Enfin, il y en a, mais factuellement, il y a 4,5% le taux de chômage. Donc, c'est-à-dire qu'on est quasiment en situation de plein emploi. Je ne dis pas que les emplois sont bien pourvus, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est factuel, c'est économique. Mais du coup, il faut faire attention à ne pas construire pour construire. Voilà, faut faire attention à préserver ça. Parce que je pense que si on est assis sur un trader, c'est justement parce qu'on ne l'a pas trop exploité. Voilà. Donc, c'est comme dans la folie des grandeurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, touchons pas trop à la cassette, quoi. Voilà, un truc un peu comme ça. Très bien. On pourrait faire encore un autre podcast pour la suite, mais en tout cas, Maxime Delaunay était mon invité. Maxime, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on se retrouve dans les salles de cinéma au festival Les Égaluantes. Ouais, du 24 au 28 novembre, à Garentan-les-Marais. Et puis toutes les sorties de films, ça sera en lien, évidemment, ça sera mentionné dans les pages du podcast. Merci d'avoir suivi Les Bonnes Décisions. C'était le 4e épisode avec Maxime Delaunay, producteur de cinéma. On se retrouve le mois prochain, premier lundi du mois. Et d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez liker, vous pouvez partager cette émission. Allez-y, n'hésitez pas, nous envoyer vos commentaires, vos remarques, vos idées pour la suite. On est toujours preneurs, évidemment, de vos retours. À bientôt. Les Bonnes Décisions, un podcast de Vincent Posé avec la musique originale de Julien Brochant et Paul Lemarchand à la vidéo et aux réseaux sociaux. Production comme une impro. Les Bonnes Décisions à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. #LesBonnesDécisions.